Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, consacré à l'économie en collaboration avec le mensuel économique Ligi. Et ce mois-ci, on va se demander comment l'industrie vendéenne peut se réinventer. La Vendée est le deuxième département industriel de la région, juste derrière la Loire-Atlantique. Et nous sommes très attachés à ce patrimoine. Le dernier exemple en date qui montre ça, c'est la mobilisation économique, politique et même sportive pour sauver les meubles Gauthier. Entre le climat international qui est plus que tendu, la crise de l'énergie, celle des matières premières, et j'en passe, les acteurs industriels sont fragilisés. Cela concerne autant les plus innovants comme Dantec que les historiques comme Beneteau. Et on va décrypter tout ça avec nos invités pendant une heure. RCF Vendée, Aubéry Métro. Et on commence avec vous, Marie Lodoire, bonjour. Bonjour Aubéry. Vous êtes journaliste spécialisée en économie à Ligi. Alors on va parler de cette industrie, elle est réputée résiliente, dynamique, un peu comme finalement tout ce qui est vendéen. Mais comment est-ce qu'elle fait pour faire face à cette conjoncture qui est vraiment compliquée en ce moment? Alors pour répondre à cette question, Aubéry, il faut d'abord bien comprendre une chose. Comme vous venez de l'évoquer, l'industrie est un pilier de l'économie vendéenne. À elle seule, elle concentre environ 3 emplois salariés sur 10, soit près du double du niveau régional, et ces 1000 établissements sont à l'origine d'un tiers du chiffre d'affaires du territoire et de près de la moitié des investissements. Son poids dans l'économie vendéenne est donc conséquent. Celui-ci repose d'ailleurs davantage sur des entreprises de taille intermédiaire que sur des grandes entreprises. On va parler de tout ça, mais on a dit depuis 50 ans, c'est compliqué pour l'industrie en France. Il y a des politiques nationales de réindustrialisation. Ça semble à peu près marcher, puisque entre 2018 et 2024, l'emploi manufacturier a progressé de 6,8%. À peu près sur toute la France, mais en Vendée, on en est où? Alors, on va revenir un petit peu en arrière, Aubéry, puisque l'industrie est née aux confins des bassins Choletais et Dentais, au cœur du XIXe siècle, avec la filière textile. L'industrie vendéenne a donc bien changé de visage au fil des décennies. Longtemps cantonnée au nord-est du département, elle s'est, depuis, comme vous l'avez dit, les années 50, largement diffusée à l'ouest, même si le bocage reste sa colonne vertébrale. Forgé sur des racines artisanales, ce modèle est celui de l'entreprise familiale, fièrement ancrée sur son territoire. 7 salariés vendéens sur 10 appartiennent ainsi à des sociétés dont le centre de décision est dans le département. Au milieu des années 80, une mutation sectorielle s'opère. La chute inexorable du secteur textile laisse progressivement l'agroalimentaire et la métallurgie s'imposer. Et s'illustre alors ici l'une des grandes forces de l'industrie vendéenne, son éclectisme. Si l'agroalimentaire et les produits métalliques figurent dans le trio de tête en termes d'emploi, le grand secteur machine mécanique qui rassemble l'automobile, le nautisme, le BTP et l'agriculture occupe, lui, la 2e place du podium. À titre d'exemple, le géant du nautisme Beneteau est le premier employeur privé du département avec 3500 salariés. Mais l'industrie vendéenne, c'est aussi l'ameublement, le bois, la mode et le luxe ou encore la plasturgie. Ce sont des fleurons qui rayonnent au national comme à l'étranger, comme Sodebo, Fleury-Michon, Érige, la Micaline ou encore Cugnot, une vraie liste à la Prévert. Et cette diversité renforcée par des trésoreries globalement solides lui permet au Aubéry de pallier des crises ponctuelles. Dynamique, l'industrie vendéenne est en effet tout aussi résiliente et elle occupe une place singulière dans le paysage français. Vous avez raison Marie, c'était important de savoir comment est-ce que c'est devenu cette locomotive de l'économie locale. On voit que nous, on n'a jamais eu vraiment cette process de désindustrialisation. Là, on voit qu'en France, on se redit que l'industrie, ça sert à quelque chose. Il y a de plus en plus d'emplois. On en est où dans notre département ? Alors qu'on se le dise, la désindustrialisation ne fait pas partie du vocabulaire vendéen. Fin juin 2025, l'industrie départementale employait 60 000 salariés, soit 50% de plus qu'il y a 50 ans.
Pendant ce temps-là, la France perdait, elle, environ 40% de ses emplois industriels. Et même si l'industrie française gagne 180 000 emplois entre 2018 et 2024, sa revitalisation reste néanmoins timide et inégale. Quand la Bretagne et les Pays de la Loire, Loire-Atlantique et Vendée en tête, tirent leur épingle du jeu, l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire sont, eux, en retrait. D'un point de vue sectoriel et national, l'aéronautique et la défense affichent des créations d'emplois continues, tandis que la métallurgie peine à contenir les pertes. L'étude 2025 du CNER, donc un laboratoire AID dédié à l'industrie, montre aussi que ce secteur est un levier indirect d'emploi dans les services et le commerce. Ainsi, en France, sur la période 2007-2023, la création de 100 emplois dans l'industrie a entraîné la création de 134 emplois dans les services et les commerces. La Vendée surfe sur cette dynamique. Preuve, s'il en est, dans le tertiaire, les emplois ont plus que doublé en 30 ans. Alors ça n'a échappé à personne, le contexte est incertain, ça dure depuis des années. C'est quoi l'état de santé de l'industrie vendéenne aujourd'hui ? Alors depuis le Covid, on est d'accord, le modèle est effectivement sérieusement secoué et personne n'est à l'abri. Citons l'exemple de la construction nautique. Historiquement, c'est la première filière exportatrice du département. Eh bien, sur les 9 premiers mois de l'année 2025, elle a enregistré une baisse de 34% de son chiffre d'affaires, principalement sur le marché américain, son premier marché. La cause, l'incertitude pesant sur les droits de douane. Beneteau, qui est avec nous aujourd'hui, qui réalise l'essentiel de ses affaires à l'international, a ainsi pris la vague de plein fouet. Au premier trimestre, son chiffre d'affaires a dévissé de 43%. Heureusement, habitué aux soubresauts de l'économie mondiale depuis plus de 140 ans, le géant de la construction nautique affichait début novembre un brin d'optimisme. Pourquoi ? Eh bien parce que sa stratégie d'innovation produit tout azimut semble payer, se traduisant par une hausse significative des prises de commandes. De quoi lui laisser espérer un retour de croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au second semestre. Nous en saurons sans doute plus en mars après la publication des résultats annuels de cette entreprise cotée en bourse. Ouais, ça, on va en reparler avec nos invités dans un instant. Vous l'avez dit, il y a 2 autres piliers qui sont l'ameublement et l'agroalimentaire. On en est où sur cela ? L'inflation sur les matières premières et l'énergie, ainsi qu'une concurrence mondiale toujours plus forte, ont ébranlé un autre fleuron de l'industrie locale dont vous aviez parlé en début d'émission, Aubery, les meubles Gauthier. Placée en redressement judiciaire en juillet 2024, l'entreprise vendéenne vient de sortir de l'impasse en décembre. Elle doit son salut, entre autres, vous l'avez dit aussi, au soutien d'investisseurs privés régionaux et à une stratégie de diversification de son offre. Au passage, elle perd tout de même 200 collaborateurs. L'inquiétude pèse aussi du côté de la sous-traitance automobile, mais on va se rassurer un instant, Aubery. D'abord parce que les exemples de Beneteau et Gauthier prouvent encore une fois que la résilience de l'industrie vendéenne réside dans 2 choses, sa capacité à oser innover et sa solidarité. Quand l'un va mal, le réseau se mobilise. Cette audace d'innover se poursuit avec la jeune génération d'entrepreneurs, notamment avec Kouji, qui est avec nous aujourd'hui, et qui, avec son jeu de palais en cuir recyclé, fait un carton. Ensuite, l'agroalimentaire va bien. Sodebo a ainsi recruté plus de 500 personnes en 2025 pour soutenir sa forte croissance, car oui, Aubery, l'industrie vendéenne recrute à nouveau. Après un net coup de frein en 2024, les intentions d'embauche affichent un sérieux rattrapage cette année, bondissant de 43% pour retrouver leur niveau habituel. 2/3 des établissements industriels vendéens envisagent ainsi de recruter dans les mois à venir. Fait notable, les tensions sur le marché du travail s'atténuent légèrement. En parallèle, la moitié des industriels maintiennent leurs investissements.
Alors on en a déjà parlé ici, notamment sur cette émission, sur l'avenir de ce fameux modèle vendéen. Ça tenait sur des capitaines d'industrie, sauf que on est arrivé au moment où ils partent à la retraite. La question de la transmission de l'outil industriel est donc un enjeu majeur pour le département. Comment est-ce que le territoire va relever le défi ? Eh bien, l'application des nouvelles générations de dirigeants évolue. Effectivement, les défis à relever diffèrent également. Résultat, le modèle familial s'effrite parfois. Alors, 2 exemples. PRB vendu à Holcim en 2022 et plus récemment, fin décembre, Atlantique, spécialiste du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, qui a été cédé à l'américano-japonais Palomarim en raison d'un désaccord des héritiers sur la stratégie du groupe. Alors dans ce monde globalisé et instable, on l'a dit, d'autres industriels vendéens seront-ils contraints ou tentés d'emprunter le même chemin ? Comment maintenir une industrie forte et diversifiée tout en préservant localement les centres des décisions ici en Vendée? Le succès des 50 dernières années peut-il perdurer? Et si oui, comment? Quelle place aussi pour la sous-traitance? Bref, à quoi ressemblera l'industrie vendéenne demain? Autant de questions que nous allons décrypter ensemble, Aubéry. Et oui, et pour ça, on a plusieurs invités autour de la table. Bruno Soulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la CCI de Vendée. On va avoir une vision globale avec vous. On va se demander comment ça va là en ce début de l'année, malgré la neige. Et puis on se demandera surtout quels sont les leviers qu'on va pouvoir actionner pour préserver l'industrie en Vendée demain. Fabrice Giraudat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations industrielles du groupe Beneteau. On l'a entendu, vous employez 3500 Vendéens. Vous êtes le premier employeur privé du département. Mais ça a été compliqué, notamment pendant la dernière année. Vous avez mis des stratégies, de l'innovation, bref, à la vendéenne. Ça a l'air d'aller mieux. On va aussi en parler avec vous. Et puis, vous, Florian Amiens, bonjour. Bonjour, Aubéry. Alors vous êtes un peu de l'avenir de l'industrie de Vendée. Je mets pas trop de poids sur vos épaules. Vous êtes le cofondateur de la société Recycuir et des marques Poreva qui fait de l'acoustique et Kouji qui fait des jeux de palais en cuir recyclé. C'est un modèle qui repose sur l'économie circulaire mais aussi sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on se demandera si c'est finalement ça le modèle de demain qui va permettre à l'industrie vendéenne de pouvoir perdurer. Mais en ce début d'année quand même, j'ai envie de vous demander, Bruno Soulard, comment ça va après ce début de semaine chaotique entre la neige, le verglas et la tempête? Alors sur la semaine, on va pas revenir effectivement sur les difficultés qui ont forcément entravé l'activité économique. Bon, ça c'est une chose. Si on revient sur 2025, on peut dire qu'effectivement l'activité économique, on peut qualifier l'année d'année moyenne. C'est-à-dire que effectivement l'ensemble de l'industrie vendéenne n'a pas connu une grande année, on l'a dit, contexte géopolitique très compliqué. On reparlera peut-être d'export et autre chose tout à l'heure, mais ça ne facilite pas les choses. La politique, que ce soit européenne ou que ce soit française, pèse dans le moral des chefs d'entreprise. Quand et nous, on n'a l'a toujours vu, pas de budget, on ne sait pas. Oui, et puis il n'y a pas d'horizon. C'est-à-dire que, en fait, les chefs d'entreprise le disent et le redisent, ils ont besoin d'un cadre politique stable pour pouvoir être confiant et lancer un certain nombre de choses. Donc, globalement, l'année 2025, l'économie vendéenne s'en tire globalement bien. Faut pas non plus voir tout noir. Il y a des hauts et des bas. On parlera effectivement des difficultés des uns, mais il y a aussi des belles réussites quand même sur cette année en cours. On l'a dit tout à l'heure, l'agroalimentaire va bien. Il y a des choses qui sortent du lot, et puis il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu dans un contexte économique qui est plus tendu. Donc globalement, on n'est pas sur une mauvaise année, mais on n'est pas non plus sur une bonne année. On crée pas de valeur. Et sur le plan de l'économie globale française, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de créer de la valeur. On n'en a pas forcément créé sur l'année en cours, et donc c'est une difficulté qu'on revoit aussi dans nos budgets derrière. Après, il n'y a pas eu de grande casse non plus sur l'emploi chez nous. Alors ça, c'est le point positif. J'allais y venir derrière. Dans les points de difficulté, j'ai envie de dire, on n'est pas différent des autres, et le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de manière très significative en Vendée. C'est plus 15% à la fin de l'année sur l'ensemble du département derrière. À contrario, la création d'entreprises, on en parlera tout à l'heure, reste avec un solde positif, c'est-à-dire on crée plus d'entreprises qu'on en perd. Donc c'est quand même là encore un tissu économique fortement accompagné, et on est heureux de ça, nous, au niveau de la chambre de commerce derrière. Le chômage reste bas, on l'a dit. Et puis
globalement, les chefs d'entreprise sont j'ai envie de dire, mobilisés pour réussir 2026, avec tous les horizons qu'on a devant nous. Mais j'ai envie de dire, c'est une année de plus dans l'incertitude, et on commence à avoir l'habitude de travailler dans l'incertitude. Et la dynamique industrielle vendéenne cette année, en résumé, votre analyse ? Alors, sur la dynamique industrielle vendéenne, selon les secteurs, c'est un peu différent. On l'a dit, l'agroalimentaire tire son épingle du jeu. Bon, c'est pas là où on crée non plus le plus de valeur, parce qu'on sait que les marges sont quand même très très légères derrière sur cette partie-là. La difficulté, on l'a dit tout à l'heure sur le secteur mécanique, et on reparlera, et je vous laisserai en parler davantage de Beneteau tout à l'heure, avec un secteur du nautisme qui effectivement là est en difficulté plus marquée derrière. C'est aussi le cas du machinisme agricole, qui est compliqué. La sous-traitance, on a parlé de la sous-traitance automobile, mais la sous-traitance en général est aussi marquée parce que on est de plus en plus attaqué par l'importation chinoise, et donc les Chinois viennent nous attaquer effectivement sur ces questions-là, et on est dans un cadre qui devient complexe sur ces points-là. Et puis après, on a tout ce qui est effectivement un peu plus innovant, et là on retire notre épingle du jeu. Donc voilà, le contexte effectivement n'est pas simple, mais même si on regarde les questions de la sous-traitance aujourd'hui, il y a des gens qui fonctionnent très bien. Et je pense notamment à l'aérospatiale, qui elle a un carnet de commandes intéressant, et puis tout ce qui est lié aussi éventuellement au naval ou à tout ce qui est chantier de l'Atlantique et militaire. Bon, là, les questions se posent pas. Aujourd'hui, c'est plutôt bien. Dans les gros industriels qui ont été secoués, il y a votre entreprise, Fabrice Giraudat. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations industrielles chez Beneteau. C'est compliqué dans le secteur du nautisme, on l'a entendu, et pourtant vous décidez de sortir plein de nouveaux modèles. C'est ça? C'est se dire, c'est grave, ça va pas, mais nous on sort quand même des modèles. C'est ça la clé pour s'en sortir? Disons, on a voulu mettre en place, comme on l'a rappelé, l'année 2025 a été difficile. C'est vrai qu'on a traversé une crise un peu différente de celle que le groupe a connue au cours des 140 ans d'existence. Parce que cette crise est multifactorielle et plus longue que celle qu'on a connue dans le passé. Et donc ce qu'on a voulu, c'est vraiment investir pour préparer le rebond, et on a la conviction que c'est par l'innovation, la mise sur le marché de nouveautés. Donc on a lancé un plan ambitieux de 66 nouveaux modèles de bateaux qui vont être lancés sur 3 ans. Et on a vu dans les derniers salons nautiques, donc les plus grands étant celui de Cannes et à Paris, on a vu un très bon accueil de la part du public sur ces nouveautés, et donc on est convaincu que c'est la bonne stratégie, et on va continuer à investir dans ces innovations. On l'a dit, l'emploi a été quand même préservé en Vendée, même chez vous, qui êtes le premier employeur privé du département. Il n'y a pas eu de gros plans de licenciement. Comment vous avez fait pour vous en sortir ? Il faut savoir que le nautisme, pour fabriquer un bateau, c'est vraiment très complexe. C'est comme si vous fabriquiez une maison qui flotte. Donc vous avez besoin de différents corps de métier, vous avez besoin d'expertise et de savoir-faire important. Donc pour la force du groupe, c'est justement l'ensemble de ses collaborateurs qui ont cette expertise, cette force et cette passion du métier du nautisme. Donc pour nous, la priorité numéro 1 était vraiment de préserver l'emploi de nos CDI. Donc pour ce faire, on a bénéficié d'un plan d'activité partielle de longue durée qui nous a permis en fait d'adapter notre niveau de production au niveau de vente sur les marchés, tout en accompagnant au mieux les employés pendant cette période difficile. Mais on a également profité de cette période pour investir dans la formation de nos employés, pour préparer justement le rebond. Donc on a lancé un grand plan de compagnonnage sur l'année 2025. L'idée étant d'améliorer l'expertise et la polyvalence de nos employés en les faisant accompagner par notre personnel, nos collaborateurs les plus sachants. Donc dans des usines comme celle de Belleville ou celle de Saint-Gilles, ça a représenté à peu près 5000 heures de compagnonnage sur l'année 2025. Donc on a eu vraiment ce besoin on dit oui, période difficile, on a accompagné au mieux nos collaborateurs, mais volonté également d'investir pour préparer le rebond on espère le plus tôt possible. Et aujourd'hui, dans ce dispositif de formation et aussi de chômage partiel, vous en êtes où ? Vous allez le maintenir encore longtemps ?
Alors après, combien de temps on va le maintenir? Vous avez une idée de combien de temps est-ce que ça vous aide aussi à préparer ce rebond, ce chômage partiel quelque part? Le chômage partiel nous permet de traverser justement cette période difficile. Encore une fois, comme je vous ai dit, le plan massif d'innovation, de mise sur le marché, la bonne accueil nous rend, tout en restant prudent quand même sur le rebond, on est confiant du rebond qui devrait arriver. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Milieu de 2026, plus tard, là, c'est là la question. Donc oui, on va continuer ce dispositif entre activité partielle et compagnonnage et formation, le temps nécessaire dans les prochains mois sur l'année 2026. On va reparler de l'export et puis du contexte international avec vous dans un instant, Fabrice. Mais je me retourne vers vous, Florian. On l'a dit, c'est disparate l'économie vendéenne. Pendant que c'était très compliqué chez Beneteau, et vous avez quasiment doublé votre chiffre d'affaires sur l'année 2025. Oui, c'est ça. C'est un secteur qui est complètement différent déjà. Donc si on parle de Kuji, qui est une marque du coup de jeux de palais, c'est vrai que là on vient toucher plutôt le petit achat plaisir. On est sur des budgets moyens autour des 30-40 €. Et c'est vrai que tout l'objectif pour nous, c'est de communiquer le plus possible, aussi via le digital, etc. Peut-être qu'on en reparlera. Mais du coup, ça permet d'avoir une visibilité plus large et que les gens, du coup, fassent les petits cadeaux de Noël, le petit cadeau plaisir. Parce que mine de rien, bien que l'économie peut être assez difficile, il y a toujours des repas de famille, il y a toujours des bons moments et ça se tourne autour de petits plaisirs comme nos produits qu'on peut proposer, quoi. C'est plus de 50 000 exemplaires vendus depuis la création de cette marque l'année dernière. Et pourtant, c'était pas du tout votre projet initial. Vous avez créé le projet Recycuir pendant vos études à l'ICAM. Et dans une orientation totalement différente. Donc, même si vous ne souffrez pas de la crise actuelle, vous avez dû réorienter très rapidement votre projet. Oui, c'est ça. En fait, quand on a créé la société, donc la société qui est Recycuir, qui a pour mission de valoriser les chutes de cuir des maisons du luxe françaises. Donc, on en parlait aussi tout à l'heure sur le textile qui est anciennement beaucoup sur l'Ouest, mais il en reste encore un peu. On était parti vraiment sur de l'aménagement d'intérieur, du revêtement mural acoustique décoratif, et on s'est très vite confronté au marché avec pas assez de budget pour des nouveaux locaux, etc. Donc ça a été difficile et on a dû vite pivoter sur un secteur complètement différent, mais aussi en lien avec notre nature d'être et à l'envie de créer un nouveau produit, tout en revisitant les classiques du jeu de palais. Parce qu'on était nous-mêmes joueurs, et donc oui, c'est ce qui nous a permis de surmonter ce premier projet un peu plus difficile. La réactivité et l'innovation. C'est ça, et tout en étant bien entouré. C'est aussi pour ça qu'on parle de la Vendée. On fait partie de Réseau Entreprendre Vendée, auquel on a été lauréat dès le départ, donc dès la création il y a maintenant 3 ans. Et donc du coup, ce qui nous a permis d'aller très vite, de poser les bonnes questions au bon moment. Et au final, du coup, de pouvoir vite se retourner et vite apprendre, en tout cas pour rester rentable, embauché et continuer à faire vivre notre entreprise, quoi. C'est quand même une industrie qui est basée sur l'économie sociale et solidaire. C'est pas forcément le modèle qu'on peut avoir en stéréotype d'industrie. C'est ça aussi qui fait que c'est plus souple et que c'est plus simple de s'adapter. Sur l'inclusion. C'est ça? Sur l'inclusion et puis sur le fait que vos matières premières elles viennent d'à côté. Ouais, finalement. Voilà. En fait, c'est vrai que notre business model, il est basé vraiment sur la récupération de ce qui est enfoui normalement. Donc déjà, on gère cette logistique-là et le business plan est plutôt viable de ce sens-là. Et il y a un gisement qui est énorme, c'est à peu près 1 tonne de chutes de cuir qui sont jetées par heure en France. Par heure? Par heure, ouais. En fait, sur la moitié d'un produit qu'on fabrique, il y a la même moitié qui est jetée et voilà. Donc on est les seuls à un peu avoir pris ça en main. Et voilà, donc c'est parce qu'on a un gros gisement de matière qu'on se doit d'être force de proposition et trouver forcément du volume. Parce que si on fait que de la petite pièce, on n'aura pas. Enfin, c'est pas vraiment notre mission principale. Donc le but c'est d'être leader dans le recyclage des chutes de cuir et donc ça passe aussi par pouvoir adapter à des nouveaux marchés, à des nouveaux besoins, tout en écoutant les besoins de nos clients et de nos futurs clients. Ça vous fait rêver, Fabrice, cette adaptabilité là en un claquement de doigts, alors que chez vous, quand même, pour fabriquer un bateau et pour sortir des innovations, c'est peut-être un peu moins souple. Oui, non, c'est une très belle histoire, une très belle aventure, mais je pense que quand même chez Beneteau, la force c'est vraiment quand même la résilience et l'adaptabilité de l'ensemble des collaborateurs. Je voulais quand même souligner, la période a été difficile, donc on a mis en place cette activité partielle.
ça a été, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des collaborateurs vendéens qui ont accompagné en fait l'entreprise dans cette période. On a la force en fait chez Beneteau, une des forces qu'on a, c'est la stabilité financière et également l'actionnariat familial qui est stable depuis très longtemps. On parlait tout à l'heure des entreprises familiales en Vendée. C'est très fort chez Beneteau. C'est la 4e génération aujourd'hui de dirigeants familiaux, et ça nous permet vraiment d'investir même dans les périodes difficiles et de nous adapter au mieux. On a dit que cette crise là que vous avez connue, elle était multifactorielle. Il y a effectivement le secteur du nautisme qui est pas très très bien portant, mais il y a aussi tout l'export. Vous avez 85% d'export chez vous. On a les droits de douane, on a le contexte économique, on a Donald Trump. Juste lui, ça suffit. Comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter à ça? C'était quoi les conséquences chez vous? Les conséquences, on a adapté effectivement de toute façon nos niveaux de production. On a parlé de la Vendée, mais on a adapté également nos niveaux de production dans les autres usines mondiales. Mais quand on parle des droits de douane au niveau des États-Unis, la période la plus difficile en fait, le marché du nautisme marche aussi sur la confiance. Donc en fait, la période la plus difficile était la période où on était dans l'incertitude. À partir du moment où on a su quel était le droit de douane, les gens, on a vu en fait les marchés qui redémarraient doucement, mais qui redémarraient. Donc voilà comment c'était vraiment cette période d'incertitude qui était la plus difficile pour nous. Bruno Soulard, vous avez un certain nombre d'adhérents à la CCI de Vendée. Cette incertitude, vous nous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est vraiment une grosse préoccupation. Comment est-ce que vous aidez les entrepreneurs à pouvoir là aussi naviguer dans cette incertitude ? Alors déjà, on aide effectivement sur la réalité des marchés et de pouvoir dire effectivement voilà comment ça bouge au fur et à mesure des informations qui nous parviennent. Et puis surtout, l'autre point, c'est de se dire que quand on a des marchés qui se ferment ou qui se durcissent, comme c'était le cas par exemple sur les États-Unis, ça ouvre des opportunités ailleurs. Et donc l'intérêt de ce qu'on peut faire avec les équipes de la CCI, c'est de se dire quand on a effectivement des marchés d'export qui se tendent quelque part, qu'est-ce qui existe ailleurs et comment on peut y aller. C'était le cas par exemple au Canada, qui du coup on a profité pour ouvrir davantage ses portes effectivement au marché européen. Donc toutes ces questions-là, effectivement, nos équipes sont mobilisées pour ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand même l'incertitude, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'incertitude fait que les entreprises ont tendance à freiner un peu ces questions d'export, mais on peut se redire les choses encore une fois, quand il y a des difficultés quelque part, il y a aussi des opportunités. Est-ce qu'on pourrait repréciser avec vous, Bruno Soulard, qu'est-ce qu'elle a de différente cette crise par rapport aux crises précédentes? C'est pas la première fois qu'on en connaît une. À chaque fois, le monde économique vendéen montre sa solidarité. On pourrait parler peut-être, et vous allez peut-être le faire, de ce qui s'est passé en 2008. C'est quoi la singularité de cette crise aujourd'hui, ou de ces crises d'ailleurs? Alors, oui, j'ai envie de dire que c'est des crises multiples, et c'est ça qui est plus compliqué. C'est-à-dire si on reprend 2008, on avait une crise financière mondiale, donc qui nous a fortement impacté, parce qu'à l'époque, effectivement, c'est 3500 emplois perdus dans l'industrie à ce moment-là. Mais c'est ce qui explique aussi peut-être que les entreprises sont beaucoup plus vigilantes à ne pas licencier aujourd'hui et à essayer de conserver leur personnel, parce que l'exemple de 2008 a montré que derrière, pour retrouver les compétences, ça a été très compliqué. Donc là encore, j'ai envie de dire, c'est l'histoire qui nous donne raison sur certaines choses, avec d'autres effets derrière. Mais j'ai envie de dire, 2008 n'avait pas un effet aussi massif. C'est-à-dire que on avait des secteurs d'activité qui se portaient mieux en 2008, et là on a l'impression effectivement qu'on est quand même sur un nombre de secteurs d'activité qui est beaucoup plus massivement atteint, et donc toute la résilience du modèle vendéen qui fait que on a quand même beaucoup d'éclectisme dans ce qu'on peut faire. Elle est un petit peu moins vraie aujourd'hui. C'est ce qui fait peut-être la différence. Et puis derrière, effectivement, ça dure et on n'a pas de visibilité et un contexte politique qui est beaucoup plus instable. Les crises précédentes, il y avait un début et une fin visible. C'est ça que vous voulez dire? Oui, et puis un contexte politique qui était beaucoup plus simple et franc. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait pas la diversité politique qu'on a aujourd'hui. Donc les mesures
qui ont été mises en place assez vite et ont pu permettre de donner un cadre assez rapide en fait. Pourtant, les investissements se maintiennent dans les industries en Vendée. Oui, mais c'est ce qui fait justement la force du modèle, c'est-à-dire que on a la chance d'avoir effectivement des entreprises familiales avec des trésoreries qui sont là, et on vient de le dire avec Beneteau, mais là encore, 2008 nous a donné la vision que effectivement, quand on est en cas de coup dur, il faut maintenir les investissements et préparer la suite. Et c'est ce qui se fait à droite ou à gauche. Alors, pas forcément de la même manière partout, mais en tout cas, les investissements se maintiennent. On a parlé des problèmes avec les sous-traitants qui sont très touchés tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez maintenu ce lien, vous, avec vos sous-traitants ? On a vu, Fabrice, que vous aviez réussi à maintenir l'emploi et avec les sous-traitants. En Vendée, on travaille à peu près avec un peu plus de 100 fournisseurs vendéens avec de longue date, avec qui on a un lien étroit depuis longtemps. On travaille avec eux, on innove avec eux. Et donc en fait, comme on a eu le souci effectivement de garder l'emploi de nos collaborateurs, on a eu le souci également de garder en fait nos fournisseurs, parce qu'en fait ce qu'on a connu dans les crises 2008 ou la crise du Covid, c'était effectivement une problématique de réembauche, de reformation encore une fois de temps long, mais également de la même chose chez nos fournisseurs. Donc la même chose. Donc on a essayé de les aider au mieux en leur donnant le plus grande visibilité possible de l'évolution de notre activité, de notre carnet de commandes auprès d'eux, et d'être à l'écoute au mieux de leurs problématiques pour essayer de les accompagner au mieux au niveau financier ou au niveau pour essayer de les accompagner au mieux dans leur activité. Et pour l'instant, je pense qu'on est prêt, on a réussi dans cette partie-là, et c'est très important pour nous. Parce que les fournisseurs sont pour nous également une clé d'innovation et une clé qui seront là important pour le rebond qui va venir. Et vous l'avez dit, ça fait 3 ans et demi que vous êtes responsable de la production chez Beneteau. Donc, avant, vous avez connu d'autres modèles que celui qui est en Vendée, d'autres modèles que le modèle familial de Beneteau. Comment est-ce que vous avez, quelle différence vous avez vu du coup dans les gestions de ces crises ? Moi, j'étais vraiment dans une industrie totalement différente, parce que j'étais dans l'industrie des verres optiques, donc où les crises étaient plus lissées quand même. J'en avoue que j'ai découvert avec le monde du nautisme les vagues importantes, mais un métier également aussi passionnant. Non, je pense que là, c'est la différence. Je pense que c'est vraiment la particularité encore une fois de Beneteau, c'est l'attachement des collaborateurs, de l'ensemble des collaborateurs, que ça soit dans les usines, que ça soit dans nos centres de recherche, que ça soit dans les centres d'innovation. C'est le modèle familial qui fait ça ? Je pense, franchement, que en tout cas la culture familiale, l'attachement au groupe, l'attachement, et c'est peut-être aussi l'industrie. On a dans l'industrie nautique, des vrais passionnés. Vous avez, c'est impressionnant de voir des collaborateurs quand ils montent sur un bateau pour essayer sur un bateau, le sourire qu'ils ont, on a l'impression qu'ils retrouvent leur jeunesse. Et ça, dans le monde du verre optique, je trouvais un peu moins ça, quoi. Et donc je pense que vraiment cette passion et cet attachement à l'entreprise et aux produits fait que c'est très différent chez Beneteau. Florian Amiens, je vous vois hocher de la tête en écoutant ces autres expériences, ces entreprises familiales. Vous êtes un tout jeune entrepreneur sorti, décidé de faire l'industrie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de grands industriels en Vendée, et c'en est la preuve. Et on a toujours, nous, moi et mon associé, donc du coup qui est Valentin, cette fibre industrielle par notre parcours. Voilà. Et ça nous donne plein d'envie en fait, plein d'envie de trouver des nouveaux marchés, d'industrialiser aussi le process de fabrication. C'est en cours, mais il y a encore une petite marge de manœuvre pour arriver à ce que fait Beneteau. Mais voilà, mais ça passe aussi par des rencontres et par des échanges pour se dire qu'il y a plein de choses possibles, et avec les bonnes rencontres, les bonnes réflexions, on peut y arriver, quoi. C'est inspirant en tout cas. On parlait de sous-traitance à l'instant, Florian Amiens. Vous me disiez lorsqu'on a préparé ensemble l'émission que c'était aussi un de vos projets de devenir sous-traitant. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai que l'objectif dès qu'on a créé la société, c'était de recycler le plus de chutes de cuir possible, et pour ça 1 tonne par heure, on se souvient de ce chiffre. En France, c'est ça. Donc il y a encore une petite marge. Aujourd'hui, on recycle à peu près 30 tonnes par an. Mais il y a encore énormément à faire, et c'est vrai que l'objectif serait de devenir sous-traitant des maisons du luxe pour recréer de la matière en fait pour leurs produits. C'est un besoin qu'il y a aujourd'hui. Tout l'objectif pour nous est
est d'industrialiser notre méthode de fabrication pour être crédible auprès d'eux. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Plus grand chose. On a beaucoup investi dans la machine, dans l'automatisation. Maintenant, il faut juste qu'ils nous fassent confiance et qu'on prototype avec eux les produits. Mais on en est convaincu qu'on y arrivera. Mais pour ça prend du temps. Et c'est en misant sur le volume avec Kuji que vous pouvez aussi financer cet outil d'instruction. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, on fait les deux en parallèle. C'est-à-dire que on a une activité vraiment sur la commercialisation et la production du coup en lien pour nos jeux de palais. Et tout ça, ça permet aussi de nous libérer du temps et de financer des outillages qui permettent de faire de la recherche et du développement pour répondre à des besoins, mais qu'on n'aurait même pas imaginé en fait en créant la société. C'est que c'est ces maisons-là qui ont des besoins et qui souhaitent chercher des partenaires clés pour les matériaux de demain qui seront dans les produits. Ouais. On l'a dit, ce qui a sauvé Beneteau, c'est la stabilité financière, la trésorerie. Vous êtes tout jeune, le modèle industriel, on va pas se le cacher, ça fait pas rêver les ventes quand vous arrivez et que vous dites qu'il faut des centaines de milliers d'euros pour financer les machines. Comment est-ce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu ? Je pense qu'on a des très bons partenaires aussi financiers qui croient aussi en projet, et ça c'est très important, qui sont aussi en Vendée et qui suivent en fait dès le départ. Et c'est vrai que industrialiser, ça coûte énormément d'argent. Aujourd'hui, on a emprunté beaucoup plus que notre chiffre d'affaires qu'on fait. Mais ce qui est preuve aussi d'une confiance et ce qui nous permet à nous de montrer aussi qu'on sera capable, grâce à eux aussi, d'aller chercher et de devenir une grosse industrie. Voilà, donc je pense que ça vient par les partenaires et par aussi l'ambition, de ne pas avoir froid aux yeux. Voilà. Je vous vois sourire, Bruno Soula, en tant que directeur de la CCI, mais aussi en tant qu'ancien directeur de l'ICAM, l'école qu'a fait Florian et qu'a fait Valentin aussi, son associé. Oui, parce que je pense que de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la confiance existe sur le territoire, notamment par rapport aux investissements. Et on a un réseau bancaire et puis on a un réseau global qui fonctionne globalement bien pour investir. Ce qui s'est passé avec Gauthier est aussi un super exemple de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, et on voit que le réseau, les réseaux vendéens, parce que c'est aussi, on le disait tout à l'heure, une vraie force, mais s'appuyer sur les réseaux et travailler ensemble, c'est la force du modèle vendéen, et ça sera la force du modèle de demain. C'est-à-dire que ça fait partie des fondamentaux qui sont les fondamentaux du modèle vendéen qu'il faut surtout pas perdre. Mais comment on l'entretient, ça ? Ça s'entretient par le fait de travailler ensemble dans les réseaux de chefs d'entreprise, de travailler ensemble aussi inter-réseaux et notamment avec l'ensemble des acteurs, innover aussi sur des nouvelles solutions. Nous, ça fait maintenant des années que Vendée Croissance existe au niveau de la CCI pour accompagner les plans d'investissement vendéens en lien avec le système bancaire. Il y aura peut-être d'autres points à imaginer ou à innover demain sur ces questions-là, mais c'est la clé du succès, c'est de travailler ensemble. Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin ? Je pense à ce qui s'est passé en 2008 encore avec le dispositif qu'a Vendée. Vous parlez de solidarité. On voit avec Gauthier où les investisseurs régionaux se sont mobilisés. Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin avec une sorte de fonds d'investissement 100% vendéen ? Est-ce que c'est dans les tuyaux, par exemple ? Alors, ça existe déjà en partie pour certains, c'est-à-dire que sans être 100% vendéen, il y a Pays de Loire Participation qui existe aussi. Le Crédit Mutuel a aussi son propre point, mais il y a des réflexions qui peuvent émerger et qui effectivement seront soutenues par la Chambre de commerce si tel est le cas, parce qu'on en a besoin. Et effectivement, c'est un point important, y compris dans la question des ETI de demain. L'avenir, ça passe aussi par les jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour rendre, alors excusez-moi le terme, mais l'industrie sexy quand ils doivent faire leur choix d'orientation, Fabrice ? Mais l'industrie est très sexy. Comment on fait ? Je pense qu'enfin on essaye effectivement par l'innovation. On travaille aussi également, on lance un programme effectivement d'automatisation d'une certaine partie de nos tâches. On lance un programme également pour mieux utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que on a l'innovation, on a tout un programme également aussi pour tout ce qui est, vous savez, l'électronique qui est à bord. On a besoin en fait justement de comment on va faire pour piloter toute cette électronique à bord, où là on a besoin en fait de jeunes talents. Mais je pense que venez visiter une fois une usine de bateau
Je vous assure que vous aviez fait l'expérience. Quand vous avez visité une usine du Notis, du groupe Beneteau, vous avez vraiment, vous avez vraiment envie de participer à cette aventure, de comprendre. C'est tellement facile. Le produit est fascinant et vraiment important. Il y a tellement d'innovation devant nous. Et vous sentez le dynamisme dans l'entreprise malgré la période difficile. Il y a cette dynamisme. Alors, cette énergie, c'est vrai qu'on reste encore une fois en année 2026 prudent, mais dynamique et avec plein d'énergie pour l'avenir. Je pense que ça, oui, ça peut attirer des talents. Pour terminer, je vais vous poser la question qui nous a occupés pendant cette émission. Comment est-ce que l'industrie vendéenne, elle peut faire, selon vous, pour se réinventer et être pérennisée, Florian ? Alors pour moi, je pense de mon point de vue que c'est en gardant les valeurs qu'on a tous en commun, je pense sur l'entraide, sur la confiance, sur l'humain, mais en apportant aussi, pour ma part, la partie digitale et numérique. Elle a pas trop su se vendre l'industrie avant, et là il faut qu'elle arrive elle aussi à avoir les codes des réseaux sociaux. Je pense aussi, ouais. Je pense que alors nous, ce que l'on fait, c'est qu'on partage tout sur les réseaux pour suivre en fait la fabrication, la commercialisation. Vraiment tout, et je pense que ça rend un peu sexy aussi l'industrie, et ça attire aussi les jeunes générations à découvrir ce que c'est que d'entreprendre ou ce que c'est que de faire de l'industrie, que ça soit sur la production, sur la communication, etc. Je pense que ça passe par là aussi, ouais, parce qu'on touche vraiment beaucoup de gens et facilement. Voilà. Bruno Soulard, on sait que les vendeurs, ils aiment pas ça, se vanter, ils aiment pas ça, montrer ce qu'ils font, que les réseaux sociaux, c'est quand même un truc de génération. Ils sont conscients de ça, vos adhérents à la CCI ? Oui, on les accompagne énormément sur le sujet. Cette année, c'était un des gros sujets, que ce soit sur les questions d'IA ou d'e-commerce. Aujourd'hui, on accompagne énormément, effectivement, les entreprises. Nous, on a vu plus de 900 entreprises sur ces questions-là dans l'année passée, donc c'est quand même pas rien. Et c'est un enjeu majeur, parce qu'on voit bien qu'une des faiblesses effectivement des entreprises vendéennes, c'est aussi la dimension commerciale. On a des gens c'est qu'elles n'ont jamais eu à chercher à chercher de clients finalement. On a de super idées, et pour autant on n'a pas trop appris à les vendre, puisque ça fonctionnait beaucoup en réseau. Donc il faut qu'on aille au-delà aujourd'hui, et c'est un enjeu pour la suite, mais on n'est pas inquiet. Elle se renouvelle l'industrie par les innovations chez vous, Fabrice. On l'a entendu avec ces modèles qui vont être lancés. Elle se renouvelle comment pour se réinventer et pour continuer d'exister en Vendée, selon vous, l'industrie ? Je vais revenir en fait. Moi, je découvre la région, donc je découvre également aussi le tissu économique vendéen depuis maintenant à peu près 3 ans et demi, et j'ai été vraiment impressionné par le nombre d'entreprises, la force, la vitalité des entreprises. J'ai la chance d'être vice-président d'une association Proxinov. Je sais pas si vous connaissez, qui est une association qui existe depuis je sais pas combien de temps, qui a à peu près 200 adhérents, et qui a vocation de promouvoir la robotique industrielle dans les petites, moyennes entreprises. Et quand je vois le réseau et l'énergie, l'échange qu'il y a justement entre les différents adhérents, c'est passionnant. Et c'est passionnant, et je pense que c'est une force justement pour redynamiser ou continuer à dynamiser l'économie en Vendée. Elles sont prêtes, vos équipes, dans les ateliers de production, à se dire qu'il y a un moment donné, il faut faire un peu de réseaux sociaux, il faut briller pour le digital ? Dans les entreprises, je sais pas si c'est le but vraiment des entreprises pour faire ça, mais de côté, pas dans les usines, mais oui, on est, c'est peut-être pas effectivement notre force, mais oui, on est présent dans les réseaux sociaux, dans le monde du Notis, les différentes marques, évidemment, Beneteau, Jeannot, Prestige, Lagoon, sont présents effectivement dans les réseaux sociaux, évidemment. Le mot de la fin pour vous, Bruno, par quoi ça passe cette fait de se réinventer ? Par créer des événements, par exemple, comme il peut y avoir ici Industrie, là, qui va avoir lieu le 12 février à la CCI ? Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont besoin vraiment de travailler ensemble. On a parlé de réseau. Pour moi, c'est essentiel. Ici, Industrie, effectivement, c'est une journée qui aura lieu le 12 février prochain à la CCI, qui est voulue par nos élus, vraiment pour appuyer et accompagner les entreprises à la fois sur les grandes questions de transition, sur les grandes questions de digital, sur les grandes questions aussi de changement de génération RH. Enfin, je pense qu'il faut pas qu'on oublie aussi, on change un peu de génération derrière, sur les questions de transmission.
Les questions de transmission vont être quelque chose d'important derrière. Et puis on aura une jeune femme, une chercheuse qui va venir nous parler de l'industrie en France et de sa vision effectivement prospective de l'industrie. Et ça c'est aussi intéressant parce que féminiser nos modèles, c'est aussi des questions de fond pour demain. Ça c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà lancé largement. Mais je pense que c'est aussi avoir un autre regard. Et on a des enjeux qui sont énormes entre les questions démographiques qui sont pas toujours favorables dans l'avenir. Donc ça veut dire qu'il va falloir innover et automatiser davantage pour être productif demain. Et puis les questions de transmission, on parlait de transmission familiale. Pour moi, c'est un enjeu fondamental pour la CCI, c'est de conserver nos centres de décision. Ça sera possible. Important. Oui, il faut qu'on accompagne ça. On parlait. Qu'est-ce que ça changerait si demain un centre de décision d'une grande entreprise allait Beneteau, les sièges sociaux de Cugnot, de Beneteau, du Breuil, ils partaient ailleurs, est-ce que ça changerait quelque chose lors d'une crise future? Vous l'avez vu assez facilement avec les exemples SKF et Michelin. C'est-à-dire que quand il y a une crise importante dans un grand groupe à un moment donné, c'est pas l'usine en Vendée si le centre de décision est déporté qui va changer grand-chose. C'est-à-dire on va regarder le modèle global et puis on va enlever effectivement les emplois là où on juge que c'est pas nécessaire de les garder. Pas nécessaire ou qui coûte trop cher? Ou qui coûte trop cher, bien entendu. Voilà, on a aussi un coût du travail qui est quand même très important en France par rapport à d'autres marchés. Donc, quand on a un décideur sur le sol vendéen, il va se battre pour les gens qu'il côtoie tous les jours, voire tous les week-ends. C'est aussi la force du modèle, c'est-à-dire d'avoir des patrons d'industrie qui côtoient leurs salariés le week-end aussi, sur les terrains de sport ou autres questions. Eh bien, ça, effectivement, si on le perd, on perd la solidité du modèle. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Florian, pour votre jeune industrie pour 2026 ? Je pense de continuer sur le même rythme, voilà, avec plein de nouvelles opportunités, que Kuji se développe aussi, parce que le but de cette année, c'est de développer le réseau de magasins qui nous revendent, donc c'est vraiment l'un des objectifs, on va dire, et de continuer toujours cette inclusion avec les ZAD de Montaigu qui viennent 2 fois par semaine chez nous. Voilà, ça fait partie de nos valeurs et donc on va le continuer et le renforcer. On parlait de la RH, effectivement, c'est un point qu'on n'a pas abordé sur l'économie sociale et solidaire, c'est que vous avez une partie de vos salariés qui sont en situation de handicap. Oui, c'est ça. En fait, on fait une prestation, donc une mise à disposition de l'ESAT qui viennent 2 fois par semaine pour faire toutes les opérations de fabrication. Et là, on vient d'embaucher depuis le 5 janvier quelqu'un qui était à l'ESAT et qui est devenu en CDI du coup chez nous. Donc ça, c'est de l'inclusion et ça fait partie du coup de nos valeurs et c'est aussi ce qui rend fier l'industrie au-delà du commerce, c'est l'humain, quoi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous chez Beneteau, Fabrice Giraudat ? Écoutez, que toutes les actions qu'on a pu mettre en place qui continuent vont nous permettre de retrouver le rebond, le niveau d'activité le plus vite possible, de retrouver l'ensemble de nos axes de production qui tournent avec des opérateurs et des qui tournent à 100%, qui tournent à 100% et qui ont le sourire et donc c'est vraiment ce qu'on souhaite pour pouvoir continuer à se développer, à innover et à avoir en fait dans l'ensemble en Vendée mais également dans les autres pays du monde un développement de notre activité. On a toutes les clés, si je comprends bien, pour reproduire le succès des 50 dernières années. Oh, mais même 140 ans. 140 ans, n'oubliez pas, nous avons 140 ans. Oui, on pense qu'on a mis en place on est persuadé qu'on a mis en place la bonne stratégie, les bons outils. Et, on attend ce que vous pouvez nous souhaiter. C'est ça, qu'on retrouve l'activité et qu'on retrouve le plaisir de venir travailler tout le jour. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Fabrice Giraudat, je rappelle que vous êtes le directeur des opérations industrielles du groupe Beneteau, premier employeur privé du département avec 3500 Vendéens qui travaillent pour vous et on l'a compris, normalement la tempête est derrière vous et ça devrait s'arranger. Merci Florian Amion d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur de Recycuir qui porte les marques acoustiques Poreva et les jeux de palais en cuir recyclé qui nous amusent beaucoup ici, il faut le dire, à RCF. Kuji, vous êtes dans le secteur de Montaigu, vous nous avez parlé de l'économie sociale et solidaire et de ces nouveaux modèles d'industrie. Et puis je termine avec vous, Bruno Soulard, merci d'avoir été là aussi pour nous éclairer de manière un peu plus globale sur la situation de l'industrie en Vendée. Vous êtes le directeur général de la CCI. RCF Vendée, Aubéry Métro.
Et c'est la suite de cette émission Parlons-en et parlons d'économie avec notre partenaire, l'informateur judiciaire l'IGI, ce mensuel d'économie. Et on va feuilleter avec vous le nouveau numéro de l'IGI. Mathieu Marin, bonjour. Bonjour Aubery. Alors on va faire le point sur ce nouveau numéro. Qui fait la une déjà ? Augustin Lombard, co-dirigeant de la brasserie du Bouffet. Dans un entretien mené par notre rédacteur en chef Alberto Rodriguez Pérez, il revient sur son parcours et son arrivée au sein de cette brasserie créée en 1998, pionnière dans le paysage brassicole du pays nantais. Bien avant l'essor des bières craft, la brasserie du Bouffet s'est imposée par la constance de son savoir-faire artisanal, une diffusion locale et une gamme volontairement lisible. Aujourd'hui co-dirigée par Thomas Le Soin, fils du fondateur et donc Augustin Lombard, elle produit près de 15 000 hectolitres par an pour 3,7 millions de chiffre d'affaires. On voit encore que ce modèle familial quand même, il continue de bien fonctionner. Le zoom sur le reste du sommaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir feuilleter ? Eh bien, on retrouve un dossier sur le tourisme d'affaires. La filière se transforme en profondeur en Loire-Atlantique et en Vendée. Réduction du gaspillage, circuits courts, mobilité douce, inclusion, un secteur clé de l'économie locale qui mise désormais sur la responsabilité et la durabilité pour inventer l'événement professionnel de demain. Le dossier met aussi en lumière la diversité des territoires concernés. Nantes, La Baule et l'axe Nantes-Saint-Nazaire constituent aujourd'hui une offre complémentaire. À Nantes, par exemple, au Berry, la fusion entre la Cité des Congrès et Expo Nantes, effective depuis le 1er janvier, illustre cette volonté de cohésion. En Vendée, enfin, le tourisme d'affaires prend une dimension plus expérientielle, notamment au Sable d'Olonne et au Puy-du-Fou. Et puis je vous reconnais bien là, Mathieu, vous êtes allé prendre soin de vous, vous détendre et vous faire plaisir parce qu'à l'honneur, on a dans la vie des entreprises l'hôtel Thalasso des Sables d'Olonne, côté ouest, qui donne vraiment cette vue là, juste sur la mer, vous me faites rêver. Une vue face à la baie des Sables d'Olonne et on aimerait tous se réchauffer au spa en ces températures glaciales actuelles. Sous l'impulsion de la PDG, Sylvie Dubreuil, Côte Ouest engage un ambitieux programme d'investissement de 10 millions d'euros. Un nouvel étage est actuellement en construction et ouvrira au printemps, avec des suites supplémentaires, des cabines de soins et un restaurant en rooftop dans la lignée de la tendance actuelle. Ce futur espace de restauration proposera 130 couverts pour capter une nouvelle clientèle. Il faut dire que l'établissement bénéficie notamment de l'arrivée des professionnels liés à la nouvelle arena en entrée de ville et de la montée en puissance du tourisme d'affaires. Une stratégie d'adaptation indispensable dans un secteur de la Thalasso en pleine mutation qui s'accompagne de 40 recrutements en cours. Et puis il y a aussi ce regard précieux des experts dans l'IGI qui nous permet toujours d'aller un peu plus loin sur les sujets. On a qui dans le cercle des experts ce mois-ci ? Eh bien pour débuter l'année, les avocats Isabelle Galland-Padrao et Hugues Janteur du cabinet Fidal s'intéressent à une problématique majeure pour les entreprises, notamment les contrôles de la DGCCRF, donc soit la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Dans un contexte réglementaire en constante évolution, les contrôles se sont nettement intensifiés ces dernières années. Par exemple, en 2024, elle a contrôlé près de 65 000 établissements et sites internet. À la clé, plus de 2000 amendes infligées aux entreprises pour un montant de 93 millions d'euros. L'occasion pour nos deux experts de rappeler les principaux champs de vigilance pour les entreprises, la concurrence, l'équilibre des relations commerciales, la conformité, la sécurité et la qualité des produits, ainsi que le respect du droit de la consommation. Merci beaucoup Mathieu. L'IGI est sorti, vous pouvez aller feuilleter ce numéro en ligne sur le site internet de l'IGI ou bien le trouver ou vous abonner. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de l'invention du modèle et comment le modèle industriel se réinvente. Le mois prochain, nous allons aborder un sujet délicat, la santé mentale des dirigeants. On verra quoi faire quand on est en burn-out. Surtout, on verra qu'on n'est pas obligé d'arriver en burn-out et qu'il y a des solutions à se mettre avant. On aura plusieurs invités qui seront avec nous. Merci beaucoup. Au mois prochain, vous pouvez réécouter cette émission sur le site d'RCF, sur le site de l'IGI, ainsi que sur toutes vos plateformes.